on commence grand 1, l'étude de marché. À ce niveau, on peut poser donc la question qu'est-ce qu'un marché? Plusieurs définitions peuvent être présentées pour le marché. Généralement, on dit un marché, c'est un lieu de rencontre entre l'acheteur et le vendeur pour échanger des biens et des services contre un somme d'argent dit prix. Aussi, c'est le lieu de rencontre entre les clients et le produit. Je dis bien le produit, tant qu'on a la possibilité maintenant d'acheter en ligne. Si vous utilisez, donc vous naviguez sur les sites des vendeurs, vous pouvez avoir que le produit et vous avez le choix de produit X ou bien de Y et vous passez une commande même en ligne. L'étude de marché permet à l'entreprise de connaître les menaces, c'est-à-dire les contraintes et les opportunités que l'entreprise peut acquérir sur le marché. Donc, l'étude de marché a plusieurs objectifs, à savoir connaître les consommateurs, connaître l'environnement, connaître la concurrence et connaître les distributions. On peut définir, je dis bien le marché. Le marché est constitué par l'ensemble des clients potentiels ou capables ou désireux de procéder à un échange leur permettant de satisfaire un besoin ou un désir à travers un produit. Aussi, on peut dire que le marché est le lieu de rencontre entre la clientèle et le produit, ce qui rend son étude indispensable. Par conséquent, l'entreprise doit chercher des informations concernant les domaines suivants: l'environnement, les consommateurs, la concurrence et la distribution. On commence petit 1, l'étude de l'environnement. Si on dit l'environnement, c'est tout ce qui entoure vers l'entreprise. N'oubliez pas que nous avons vu en deuxième année ou bien en troisième année ici, les partenaires de l'entreprise. On dit qu'est-ce qu'un partenaire? Ce sont des agents économiques avec lesquels l'entreprise réalise des échanges de biens ou bien de services en contrepartie d'une somme d'argent. On peut parler aussi de deux types d'environnement, à savoir le micro-environnement et la macro-environnement. Juste quelques rappels. L'environnement est considéré comme le facteur d'opportunité ou de menace le plus important pour l'entreprise. Les composantes de l'environnement sont essentiellement juridiques, lois, normes, taux de TVA. On peut parler aussi de l'environnement économique, taux d'inflation, taux de chômage, croissance économique. Environnement socio-culturel, ce sont les syndicats, les habitudes de consommation, etc. L'environnement technologique, existence de nouvelles technologies pour le produit. L'environnement écologique, c'est le lieu physique de l'entreprise. Petit 2, on essaie de voir l'étude de consommateur. N'oubliez pas qu'on peut faire une différence entre le consommateur et l'acheteur. La question qui se pose, est-ce qu'ils sont similaires ou bien ce sont différentes? Je vous donne un exemple simple et vous verrez donc la différence. Une mère a acheté donc des vêtements de bébé pour son nouveau bébé. Quel est ici le consommateur et quel est ici l'acheteur? Je pense que ça sera clair. Le bébé c'est le consommateur et la mère donc c'est l'acheteur. Mais de temps et aussi le client ou bien le consommateur peut être aussi à l'acheteur à la fois. Donc pour acheter, donc il faut satisfaire, pour acheter, on doit satisfaire un besoin. Avant d'acheter, il y a plusieurs facteurs qui nous influencent. J'ai dit bien, les facteurs qui influencent l'achat sont multiples, à savoir, entre autres, les besoins. Un besoin est un manque de quelque chose d'utile. C'est un sentiment de privatisation lié aux exigences de la nature ou de la vie sociale. Ce sentiment entraîne une demande de produits. Deuxième facteur qui influence l'achat, c'est la motivation. La motivation est l'énergie qui pousse l'individu à agir, à satisfaire un besoin. Exemple, désir de s'exprimer, de paraître riche par l'achat d'une voiture. La perception, généralement, le consommateur, avant d'acheter, il peut poser des questions dans son environnement. Il peut avoir des informations, même si sont différentes et contradictoires. Il pose toujours la question, à quel prix tu as acheté? Même si entre vous, si l'un de vous achète une tablette, je pense la première question que vous le posez, à combien tu as acheté cette tablette? Avant d'avoir la marque, etc. Donc, la perception, c'est le prix. Généralement, le prix donne souvent au consommateur de l'information sur la qualité du produit.
Les consommateurs ont une échelle de prix pour chaque produit. La limite supérieure déterminée par la question suivante, ce sera la première question. Au-dessus de quel prix vous n'achèterez-vous pas le produit car vous le jugerez trop cher? Et la limite inférieure déterminée par la question suivante. En dessous de quel prix n'achèterez-vous pas ce produit car vous le jugerez de mauvaise qualité? Tant que le prix parmi les caractères qui nous intéressent avant d'acheter. Donc, comme acheteur, comme client, comme consommateur, on pose toujours les questions. Et on sait tous que le prix reflète une image des marques, même psychologiquement. Si je dis à quel prix tu es prêt à acheter ce produit, tu vas dire, s'il atteint un seuil bien déterminé, tu dis il est très cher. Et s'il devient donc très bas, tu dis ce produit est de mauvaise qualité. Donc la question ici qui se pose à l'entreprise. À quel prix notre consommateurs sont prêts à acheter notre produit? Le prix qui serait accepté par le plus grand nombre des consommateurs est appelé prix psychologique ou prix d'acceptabilité. Un prix psychologique, aussi dit prix d'acceptabilité, c'est le prix qui est accepté par le plus grand nombre des consommateurs. Je vous donne un exemple simple. Si on fait l'entreprise avant de lancer son nouveau produit H, elle pose 2 questions pour 800 consommateurs potentiels ou bien acheteurs potentiels. Au-dessus de quel prix n'achèterez-vous pas ce produit car vous jugerez trop cher? Et en dessous de quel prix vous n'achèterez pas ce produit car vous jugerez de mauvaise qualité? Si on trouve par exemple 500 personnes qui sont prêtes à acheter notre produit à 100 dinars, 100 dinars est dit notre prix psychologique. Et 500 consommateurs, ce sont des consommateurs potentiels, c'est-à-dire des consommateurs qu'on estime qu'ils achètent notre produit s'il est devenu sur le marché. Je continue. La troisième partie, c'est l'étude de la concurrence. L'étude de l'offre nécessite de déterminer la nature, le nombre et les caractéristiques des entreprises concurrentes. En effet, l'entreprise a besoin de comparer ses performances concurrentielles à celles des concurrents pour pouvoir déterminer sa position concurrentielle. Comme vous connaissez tous, c'est rare qu'une entreprise fournisseur ou bien vendeur s'assoira seule sur le marché. Sur le marché, on peut rencontrer plusieurs concurrents. Un concurrent, c'est une entreprise ou bien c'est un fournisseur qui est en train de vendre le même produit. Doivent être les mêmes produits similaires, on dit aussi. Ce sont nos concurrents. Exemple simple, je vends des dates et l'autre vend des dates, ou bien je vends des vêtements et l'autre vend des vêtements. Nous sommes tous des concurrents. Le principal indicateur quantitatif de la position de l'entreprise sur son marché est sa part de marché. Elle se calcule de la façon suivante. Part de marché de l'entreprise égale chiffre d'affaires de l'entreprise de ce produit, bien sûr, sur chiffre d'affaires du secteur. Faites toujours attention, lorsqu'on dit chiffre d'affaires du secteur, qui concerne le produit A ou bien B ou bien C, ça sera le chiffre d'affaires de l'entreprise de ce produit. Un chiffre d'affaires de l'entreprise de ce produit, c'est aussi la somme des ventes de ce produit par l'entreprise, plus le chiffre d'affaires des concurrents. Toujours, ça sera les résultats sous forme de 0, et on note soit X% après multiplication fois 100. La quatrième, petite 4, ou bien la quatrième partie, ça sera l'étude de la distribution. La question qui se pose ici, comment le produit arrive du producteur vers le consommateur? Quelles sont les étapes par lesquelles passe le produit de l'entreprise productrice vers le consommateur? Les circuits de distribution. Un circuit est un ensemble de canaux par lequel s'écoule un bien ou une catégorie de biens entre le producteur et le consommateur. Un canal est le chemin passé par un produit entre le producteur et le consommateur. Il se caractérise par sa longueur, c'est-à-dire le nombre d'intermédiaires qui intervient entre le producteur et le consommateur. Comme nous voyons dans ce petit schéma, vous avez un premier canal, un canal ultra court. Donc ce sera une vente directe. Un canal lent, vous avez un seul niveau, ça sera détaillant. Exemple, une boulangerie, par exemple, en train de vendre le pain. On peut acheter donc le pain directement de boulangerie, ça sera un canal le plus court. Ou bien, les boulangeries distribuent donc le pain vers un supermarché ou un PC. Et nous, comme consommateurs, on peut se diriger vers ce supermarché ou bien le PC, on achète notre pain. Donc, le seul intermédiaire, c'est un détaillant.
On peut avoir un canal qui a 2 niveaux, et ça sera un canal lent. Le produit passe du producteur vers un grossiste, puis vers un détaillant, il arrive vers le consommateur. 3 niveaux. Un autre canal dit canal ultra lent. Le produit passe du producteur vers le grossiste, vers le semi-grossiste, vers le détaillant, et finira à arriver pour le consommateur ou bien vers le consommateur. Ici, la question qui se pose pour l'entreprise, c'est qu'on a plusieurs choix ou bien plusieurs cas, il faut faire un choix. La question ici, je dis bien, qui se pose, quel canal sera retenu par l'entreprise. Et n'oubliez jamais que l'entreprise cherche toujours la rentabilité. Dire la rentabilité, c'est la maximisation de son profit. J'essaie de vous présenter une petite activité. Donc, pour les ventes prévisionnelles pour l'année N+1, 2000 produits Z, les responsables sont dans l'ensemble d'accord avec le choix d'un circuit lent. Toutefois, ils considèrent qu'il est inutile de privilégier ce circuit, c'est-à-dire d'avantager. Selon eux, il est bien meilleur d'avoir la répartition suivante, c'est-à-dire on va utiliser un canal court, vendre 60% de la quantité à un prix prévisionnel de 640 dinars l'une. Utiliser aussi un canal lent, vendre 40% de la quantité à un prix prévisionnel 610 dinars l'une. Comme travail à faire, pour un coût variable de 400 dinars et coût fixe de 110 000 dinars, jugez la politique commerciale de l'entreprise, sachant qu'elle prévit un résultat d'exploitation de 80 000 dinars. Ici, l'entreprise a une possibilité de vendre selon 2 cas. Une partie de 60% sur un canal court et 40% sur un canal long. La question qui se pose, est-ce que ce choix ou bien cette politique, ça sera rentable pour l'entreprise? Comme solution, il faut calculer le résultat à réaliser par l'entreprise. Résultat, n'oubliez jamais que le résultat est égal à marge sur coût variable moins les coûts fixes. Si on fait une liaison entre les 2 chapitres, faites toujours attention. Donc, notre chapitre 3, la gestion de production. Dans sa deuxième partie, nous avons vu donc les coûts partiels qui divisent les charges en charges variables et charges fixes. Nous avons utilisé aussi le tableau du résultat d'effet différentiel. Je vous rappelle vite, le tableau de résultat différentiel, ça sera toujours sur la forme chiffre d'affaires, moins coût variable, vous trouvez marge sur coût variable, duquel on déduit donc les charges fixes pour trouver les résultats. C'est pourquoi j'ai dit résultat, on peut le calculer marge sur coût variable, moins les coûts fixes. Or, marge sur coût variable égale chiffre d'affaires sur coût variable. Et le chiffre d'affaires, toujours égal quantité vendue fois prix de vente unitaire. Ici, la quantité vendue par le canal 1, c'est 60%, on peut noter 0,6, fois la quantité vendue, fois le prix, plus la quantité vendue selon le canal 2, 640 unités, fois 0,4, fois 610, vous donne un chiffre d'affaires total 628 000 dinars. D'où la marge sur coût variable égale à 628 000 dinars. Ça sera notre chiffre d'affaires. On a dit moins les coûts fixes, moins les coûts variables, ça sera 400. Vous donne comme marge 228 000 dinars. Donc le résultat égale la marge sur coût variable moins le coût fixe. C'est 228 000 dinars moins 210 000 dinars égale à 118 000 dinars. Tant que l'entreprise cherche ou estime de réaliser un résultat de 80 000 dinars, par cette méthode à vendre selon 2 canaux, elle peut atteindre ou bien elle peut réaliser un résultat de 118 000 dinars. Selon vous, quelle sera donc la conclusion? On peut dire que le résultat à réaliser est supérieur à celui prévu à réaliser 118 000 dinars, supérieur à 80 000 dinars. Donc la politique commerciale prévisionnelle est favorable.